Bienvenue dans cette série d'épisodes où, une fois par mois, je vous parle d'un livre important pour moi et pour mon parcours de photographe et d'entrepreneur. Alors, c'est pas forcément un livre sur la photo, mais c'est un livre qui va vous aider au quotidien dans votre pratique de photographe professionnel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre écrit par Naval Ravikant, qui est un entrepreneur et un investisseur indo-américain. Et son livre, l'Almanach de Naval Ravikant, qui a été publié en 2023, est une compilation de ses pensées sur différents sujets tels que la richesse, le bonheur, la philosophie de vie ou encore l'entrepreneuriat. Donc cet ouvrage, il a été écrit à partir de ses tweets essentiellement ou de passages dans des podcasts et autres contenus publics, donc vous pouvez retrouver un petit peu tout, mais il a tout condensé dans un livre avec l'objectif de présenter une sorte de guide philosophique et pratique pour atteindre le succès personnel et professionnel. Alors, le livre est structuré en deux grandes parties. La première traite de la création de richesse, de l'argent, en mettant l'accent sur des idées comme la productivité, les choix financiers, l'investissement, l'importance de la liberté financière. Et la seconde partie est dédiée au bonheur, abordant des aspects plus philosophiques de la vie, comme la gestion des émotions, la méditation, la sagesse et la recherche de sens. Et à l'intérieur de ce bouquin, moi j'ai identifié 6 sous-thématiques que je vais passer en revue avec comme illustration des exemples applicables directement pour un photographe, parce que tout ça, je vous garantis que ça va vous aider, moi ça m'a pas mal aidé. Et on commence tout de suite avec la première sous-thématique qui est la création de richesse. Et ce qu'explique l'auteur, c'est qu'il faut tout de suite séparer, différencier, comprendre la différence entre la richesse et l'argent. La richesse provient de la création d'actifs durables, alors que l'argent, c'est juste un moyen d'échange. Un exemple pratique pour comprendre ça, c'est plutôt que de simplement travailler pour un salaire, le mieux c'est d'investir dans des actifs qui vont générer des revenus passifs, comme des entreprises, des propriétés ou autre chose. Très concrètement, pour un photographe, ça va être la capacité à vendre les droits d'utilisation de ses photos toute sa vie et même après sa mort. C'est pareil pour les cours, les formations en ligne, ce que je propose moi avec les masterclass, c'est pareil, c'est des actifs qui génèrent de la valeur à long terme. Et on verra plus tard que c'est même la meilleure façon d'avoir ce qu'on appelle un effet de levier. L'autre partie de cette question de la création de richesse, c'est la capacité de travailler sur des compétences spécifiques. Il faut vous concentrer sur des compétences que peu de gens maîtrisent et qui sont difficiles à automatiser. À l'heure où on parle de plus en plus de l'IA, l'IA ne va que, entre guillemets, automatiser des tâches pour éviter que ce soit des humains qui le fassent. Et parfois, elle fera mieux que des humains. Donc, si vous êtes capable de détenir, d'avoir la capacité de faire une compétence, d'avoir une compétence qui n'est pas automatisable ou difficilement automatisable, vous allez survivre à l'IA, vous allez survivre aux technologies. Pour ça, il faut devenir un expert dans un domaine spécifique, comme par exemple la photographie animalière, la photographie de mariage, la photographie de presse, la photographie de guerre, etc., etc. Où là, c'est des compétences qui vont faire en sorte que vous êtes reconnu par vos pairs, mais aussi que vous allez trouver des clients. Ça peut être la retouche d'image, ça peut être la capacité de piloter un drone, de travailler en vidéo, etc., etc. Ensuite, c'est important de détenir des actifs qui travaillent pour vous, même quand vous ne travaillez pas. Donc je parlais par exemple des photos, mais ça peut être aussi la vente de tirages, ça peut être la réutilisation de vos photos dans un cadre par exemple corporate. C'est-à-dire vous mettez vos photos en agence et elles sont diffusées peut-être pour illustrer des sites internet d'entreprises ou d'institutions, par exemple. Et on arrive au deuxième point, où là on va vraiment parler d'argent, qui est l'indépendance financière. À travers deux choses à comprendre. Dans un premier temps, le levier, le leverage, et ensuite le fait de ne pas vendre son temps. Donc déjà, pour commencer sur l'effet de levier, il faut utiliser des moyens qui amplifient vos efforts. Par exemple, le capital, l'argent que vous avez, la technologie ou les médias sociaux. Concrètement, il faut réussir à créer une entreprise où ce sont les autres qui travaillent pour vous et l'entreprise qui travaille pour vous. Donc, vous pouvez utiliser des plateformes. Par exemple, vous pouvez vendre vos photos sur des stocks, mais aussi sur Pixpalace pour avoir des tarifs plus élevés et puis pour toucher la presse, par exemple. Donc, c'est ce qu'on fait avec le collectif DR, mais c'est ce que font aussi toutes les autres agences collectives qui sont clientes de Pixpalace.
Et ensuite, la question centrale, c'est de ne pas vendre son temps. L'objectif, c'est d'échapper à l'échange direct de son temps contre son argent. Parce que votre temps est limité, il faut être capable de réfléchir à comment je fais pour éviter de travailler à l'heure ou travailler à la journée. Il y a beaucoup de gens, je le vois passer, beaucoup de photographes qui vont échanger, pour pas dire débattre, sur les réseaux sociaux, de parler beaucoup du fait de définir son taux horaire, son taux journalier, etc. Mais ça, on ne va pas s'enrichir comme ça. Peu importe que vous soyez payé 50 € de l'heure, 30 € de l'heure, etc. C'est juste pas la question qu'il faut se poser. Il faut se poser la question de comment je fais pour décorréler mon temps de mon argent. Alors au début, c'est pas mal d'avoir cet raisonnement pour quand on débute, quand on fait son modèle économique, son business plan, qu'on essaie de comprendre, est-ce que ça vaut le coup de quitter mon boulot salarié pour me lancer dans la photo? Donc on définit un chiffre d'affaires prévisionnel à l'année, on le décompose en fonction des journées qu'on veut travailler dans l'année, et là on peut avoir un taux horaire ou un taux journalier. Ok, pourquoi pas. Mais maintenant, si vous savez que vous voulez vivre de la photo, que vous voulez faire ça, il faut que ça soit votre activité professionnelle principale, il n'y a rien d'autre qui comptera à part ça, à part votre famille, vos projets, etc., on entend, là il faut juste se dire, ok, on s'en fout du temps passé, le but du jeu c'est comment je crée de la valeur, comment je crée, comment tout simplement je publie mes reportages, comment je fais pour atteindre mon objectif annuel de chiffre d'affaires le plus rapidement possible, et pour avoir le plus de temps libre possible, d'accord? Tout ce temps passé à essayer de calculer son taux journalier et son taux horaire, c'est du bullshit en fait, pour rester poli, ok? C'est juste la masturbation intellectuelle. C'est sympa, hein, c'est cool, mais ça sert pas à grand chose, c'est pas utile. Il faut comprendre comment on fait pour décorréler son temps de l'argent. Un bon exemple, c'est encore une fois de vendre sur les plateformes ses photos. Par exemple, de faire de l'illustration, de créer des images qui vont se vendre encore et encore parce qu'elles correspondent à un besoin, à une recherche iconographique. Il y a des iconos qui cherchent ces images pour illustrer des articles toute l'année en fait. Moi, c'est comme ça que je continue de vendre. Toutes les semaines, je vends des photos. En tout cas, il y a des photos qui sont téléchargées pour être utilisées dans les médias pour illustrer, par exemple, la guerre au Mali ou la présence française quelque part. Il y a des photos que j'ai fait en 2014 qui sont utilisées, ou 2015 qui sont utilisées. Et elles continueront à être utilisées même après ma mort, en fait. C'est ça qui est assez marrant, pas marrant, mais en tout cas, qui est efficace. Troisième point que j'ai identifié dans ce bouquin, c'est la question de l'apprentissage. L'apprentissage et la capacité notamment d'apprendre à apprendre. Ce que l'école nous apprend pas assez bien, je trouve, ça c'est personnel, hein, même si il y a même des profs qui sont d'accord avec ces questions-là, sur le fait que la capacité à apprendre des compétences, c'est crucial. Ça permet de s'adapter au monde. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, n'est pas assez mis en avant. Il suffit juste de voir combien d'élèves ont envie d'aller dans une bibliothèque ou un CDI, une médiathèque à l'intérieur de leur école, collège, lycée, etc. C'est toujours plus ou moins déserté, où ça sert d'endroit calme pour bosser, mais pas pour lire, pour chercher des sources, pour apprendre à apprendre, tout simplement. Donc pour ça, il n'y a pas 50 solutions, il faut investir dans des livres, dans des formations, dans des séminaires, dans des cours, dans tout ce qui pourra vous apporter de nouvelles compétences pour apprendre à apprendre et maîtriser aussi des technologies. Par exemple, je sais pas, la caméra 360, le drone, la vidéo en slow motion, la post-production, l'editing, l'édition de livres, pourquoi pas apprendre à utiliser InDesign, ça peut vous servir à monter votre propre livre. Enfin, il y a plein de choses à apprendre qui peuvent vous rapporter de la richesse intellectuelle, mais aussi de la richesse tout court. Parce que derrière, vous allez, comme je disais au tout début, développer des compétences qui sont difficilement automatisables. On peut difficilement automatiser de faire voler un drone d'une certaine façon pour avoir des rendus artistiques. Peut-être qu'un jour on y arrivera, mais en tout cas pour le moment c'est compliqué. On peut difficilement automatiser la création d'un livre photo, pareil avec ce supplément d'âme que pour le moment l'IA n'arrivera pas forcément à mettre en avant. Ou des questions très pragmatiques pour dire ok, il faut mettre en avant telle ou telle photo parce que ça va mieux se vendre sur un choix de couverture, etc. Donc apprenez ces compétences et il y a des gens qui vous forment à ça. Ensuite, quatrième point, la question du bonheur. Alors c'est très vaste, hein, mais ce qu'explique un petit peu ce bouquin, et je trouve qu'il est vachement bien ce livre à lire quand ça va pas, quand vous traversez une période un peu compliquée, que ce soit un début de dépression ou autre chose,
peut-être une rupture amoureuse ou je ne sais quoi. Lisez ce bouquin parce que la partie sur le bonheur est très intéressante. Déjà, ce qu'il explique, l'auteur, c'est que le bonheur, c'est un choix. Le bonheur est un choix. C'est une compétence qui peut être cultivée et non un état dépendant des circonstances extérieures. Là, on parle, c'est un petit peu ce qu'explique le stoïcisme, et je vous renvoie vers l'épisode que j'ai fait il y a quelques semaines sur le stoïcisme, appliqué à la photographie, parce que c'est ce qui vous permet de devenir un meilleur photographe. Et les stoïciens disent tout le temps ça, c'est que il faut faire attention à ses émotions, et comprendre que ce qui nous arrive n'a pas forcément d'impact, sauf si on le décide, sur ce qu'on ressent, sur nos émotions. Et un exemple pratique à mettre en place, c'est la question de la gratitude. Il faut pratiquer la gratitude, être capable de se dire merci pour le fait qu'aujourd'hui, je suis pas malade, aujourd'hui, je suis pas handicapé, je suis pas à la rue, j'ai de quoi manger, de quoi me vêtir, j'ai un toit au-dessus de la tête, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de gens sur Terre. Donc pratiquez la gratitude et vous allez voir que quand on se concentre sur ce qui a été déjà réalisé, sur ce qui marche bien, sur ce qui nous rend heureux, en fait, naturellement, on va être plus heureux. On va se rendre compte que, on avance en fait. Il faut apprécier les petites victoires dans nos projets créatifs, par exemple, au lieu de se concentrer sur des choses qu'on n'arrive pas à atteindre et d'être triste. Parce qu'au final, on est triste pourquoi ? Parce qu'on est frustré et parce qu'on n'arrive pas à atteindre certaines choses. Et souvent parce qu'on se compare aux autres. On regarde Instagram, on regarde LinkedIn, on regarde Facebook, et on se dit, oh, putain, telle personne, il a eu telle publication, telle personne, il a tel contrat, tel client, telle personne, il a telle vie de rêve, ou j'en sais rien. Souvent, c'est pas vraiment corrélé avec la réalité, mais on a l'impression que c'est vrai. Et on a l'impression que on se sent un peu comme une merde, parce que nous, on n'arrive pas à avoir ce que les autres, ils ont. Pour ça, il y a ce qu'explique Naval dans le bouquin, c'est qu'il faut rechercher la paix intérieure, et ça se fait à travers la méditation. Naval recommande la méditation, des moments, ou tout simplement des moments de réflexion, pour cultiver ce qu'il appelle la clarté mentale. Ça demande juste de prendre un peu de temps chaque jour, pour se déconnecter, pour respirer. Ça peut être le simple fait d'aller marcher, ou juste de prendre une pause, d'aller boire un café dehors, de juste s'arrêter, réfléchir, prendre un moment de pause entre les projets pour recharger sa créativité, pour s'inspirer, pour réfléchir à de nouvelles approches, faire une pause, quoi. Ce qui est important de faire assez régulièrement. Ça veut pas dire prendre des vacances, ça veut juste dire, dans sa journée, se dire, ok, là, dans mon agenda, je vais bloquer une petite demi-heure de pause pour aller marcher, quelque part, là, pour marcher dehors, faire le tour du quartier. Et quand vous rentrez de ces petites marches, vous allez voir que tout est beaucoup plus clair, à condition d'arrêter de penser à ce moment-là, d'essayer d'arrêter de penser. Ou réfléchir à des choses beaucoup plus qui vont nous détendre, tout simplement. Et enfin, ce qui marche bien dans cette question-là, pour le bonheur, c'est de se détacher de l'opinion des autres. Le bonheur, il découle de l'authenticité, nous explique l'auteur, pas de la validation sociale. Et c'est contre-intuitif, en fait, de dire ça. On a l'impression que, pour être heureux, il faut que les autres pensent qu'on est heureux. Il faut que les autres pensent qu'on a réussi notre vie. Et c'est pour ça qu'on montre des photos de vacances où on est en train d'être dans un endroit incroyable, où on a réussi quelque chose d'incroyable. On cherche la validation tout le temps. On cherche à avoir des likes, des commentaires, etc. Et en fait, tout ça, on n'en a rien à foutre. Clairement, en fait, le bonheur ne découle pas de la validation sociale. C'est une chimère. Le bonheur découle de l'authenticité, d'être capable d'être fier soi-même de soi, tout simplement. Et c'est ça, peut-être, le plus compliqué. En tout cas, quand on lit des auteurs comme Naval, on apprend un peu mieux, on le conceptualise, on le comprend, on l'accepte beaucoup plus. L'avant-dernier point, ça porte sur la philosophie de vie. Dans le bouquin, l'auteur nous parle de la loi de la création par la répétition. Il nous explique que les succès visibles sont le résultat d'efforts constants et réguliers. Le fait de répéter des petites actions chaque jour, c'est ça qui mène à nos objectifs au long terme. Ça va être par exemple le fait d'aller courir un petit peu tous les jours. Ça va nous permettre d'avoir un meilleur cardio et, je sais pas, un jour si on se lance dans un projet de marathon, on y arrivera. Alors que si on n'a jamais couru de sa vie et on se lance dans un projet de marathon, on sait bien comment ça termine.
mal. C'est pareil pour la photographie. Si tous les jours vous allez faire un peu de photos, et surtout vous allez diffuser vos photos tous les jours, vous créez vos IPTC, vous mettez les légendes. Pour ceux qui connaissent les IPTC, vous savez que c'est important. Pour les autres, les IPTC, c'est juste en fait les métadonnées, des données que vous allez rajouter dans votre fichier photo, qui, par exemple, des mots-clés, une légende, une description, le nom de l'auteur, vos coordonnées, etc. Tout ça, vous allez rajouter sur Lightroom, sur Photoshop ou autre chose, et ça va vous permettre, une fois que les photos seront diffusées sur un stock ou sur Pixpalace ou dans une agence, ça permettra au client de trouver ces images et donc potentiellement de les acheter. Et faire les IPTC, c'est un peu comme une séance de musculation physique. C'est-à-dire que tous les jours, si vous le faites, ne serait-ce que 5-10 minutes, vous allez devenir meilleur, vous allez devenir plus rapide, plus productif, plus efficace. Ça va même devenir intéressant de le faire, ça sera plus une corvée. Et dans l'urgence, le jour où il y aura besoin de le faire encore plus vite, vous arriverez à le faire encore plus vite. Donc c'est ces petites actions, petites répétitions qui font que ça fonctionne. Et là, on reparle aussi un peu de l'importance de la clarté mentale. Parce que la réussite nécessite une compréhension profonde de soi et de ses objectifs. Si vous voulez être efficace, il faut comprendre pourquoi vous voulez obtenir tel ou tel résultat. Il faut passer du temps à réfléchir à ce que vous voulez vraiment accomplir avant de vous lancer dans un projet. Il y a beaucoup de gens qui vont se lancer sur Instagram, sur YouTube, dans la photographie de presse par exemple, documentaire ou autre chose, sans vraiment savoir pourquoi ils ont envie de faire ça. Est-ce que c'est un besoin de validation sociale ou est-ce que c'est une aspiration profonde? Et si oui, pour quelle raison? Très peu de gens qui se posent la question de façon très sérieuse et profonde. Donc, avant de chercher son style photographique, de se donner des objectifs du genre je vais vivre de la photo, je vais gagner tant d'euros par an ou par mois, il faut se demander pourquoi je veux faire ça concrètement? Pourquoi? Posez-vous cette question. Et ensuite vient la question de l'autodiscipline. Ça, j'en ai parlé plein de fois dans le podcast, mais c'est une part importante dans le bouquin aussi. Il faut être capable de dire non aux distractions, de rester concentré sur ses priorités, de se fixer des objectifs clairs, de maintenir une routine de travail, même en dehors de son boulot, de ses commandes clients ou d'autres choses. Il faut avoir cette autodiscipline. Parce que personne ne va venir pour vous dire « Ah, il faut que tu fasses ça, ensuite tu fais telle action, après telle tâche, etc. » Non, vous n'avez pas de patron. Vous n'avez pas quelqu'un qui pense à votre place, qui vous donne des indications. Il n'y a pas vos parents derrière vous pour vous dire de faire le lit, de ranger votre chambre, etc. C'est à vous de comprendre que vous êtes responsable de vous-même et qu'il va falloir faire preuve d'autodiscipline. Et l'autodiscipline, c'est pas un truc méchant. C'est pas un truc militaire, hardcore, super pénible, super chiant. L'autodiscipline, c'est la liberté. C'est ça qu'il faut se dire. C'est génial en fait, l'autodiscipline. C'est la capacité de se dire, je fais les choses avec responsabilité, et ça me permet d'être plus heureux dans la vie. Ça va me permettre d'être en meilleure santé, d'avoir une clarté mentale, d'être capable d'être efficace, de gagner plus d'argent, en fait, tous les objectifs bénéfiques que vous pouvez imaginer, ça passe par l'autodiscipline. C'est juste important. C'est juste primordial. Et le 6e et dernier point, que je repère dans ce bouquin et que je partage avec vous, c'est l'éthique de travail et la productivité. L'auteur nous rappelle qu'il faut travailler de manière intelligente et pas durement. D'ailleurs, le simple fait qu'il utilise tous les trucs qu'il a déjà créés, les tweets, les podcasts, les interviews, les articles de blog, il a juste récupéré la quintessence de tout ça pour en faire un bouquin. Il n'est pas reparti de zéro. Il n'a pas travaillé des heures et des heures et des heures à créer quelque chose de nouveau. Il a juste récupéré ce qui marche bien, ce qu'il avait déjà fait avant, pour faire quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui va être plus efficace qu'un tweet, parce qu'un livre, ça a plus de valeur. On le met dans la bibliothèque, on le prête, on le vend, etc. C'est vachement mieux, en fait. Et donc, c'est la parfaite illustration qu'il faut travailler de manière intelligente, et pas durement. Moi, c'est ce que je fais dans ma pratique de photographe, de journaliste et de reporter. Je vais travailler sur 3 ou 4 gros reportages par an, c'est tout. Et par contre, ces reportages-là, je vais les vendre à plusieurs journaux. Je vais faire un effet de levier, plutôt que de faire un reportage pour un journal, etc., comme beaucoup de gens font. Je vais faire un reportage, et je vais le vendre à journal 1, journal 2, journal 3, journal 4, et je vais le proposer à des dizaines de journaux, partout dans le monde, parce que
On peut envoyer des journaux, on peut proposer des reportages faits en France à des journaux qui vont publier aux États-Unis, en Allemagne, en Chine, n'importe où. Et derrière, il suffit d'avoir les contacts. Ça, on les a avec le collectif DR parce qu'on a un carnet d'adresse commun. On sait à qui envoyer, on sait comment le faire. Après, il suffit juste de l'écrire en anglais. Ok, l'anglais, c'est pas compliqué. Il y a des IA pour vous aider à traduire aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple. Et ça fait partie des compétences qu'il faut apprendre. Apprendre à apprendre. Apprendre l'anglais, c'est comme apprendre le français quand on est à l'école. Aujourd'hui, ne pas parler anglais, en 2024, et ça sera le cas en 2025, je vous rassure, ou ailleurs, ou plus tard, c'est comme être analphabète. Vous pouvez pas parler avec 99% de la planète, en fait, si vous parlez pas anglais. Donc, il faut apprendre l'anglais, c'est important. Il faut travailler de façon intelligente. Et enfin, il faut construire des habitudes qui mènent à la réussite, qui mènent au succès. Et c'est ces accumulations de petites habitudes, d'actions régulières qui fonctionnent. Moi, tous les matins, je prends une douche froide. Ça fait marrer des gens, peut-être, ok. Mais moi, ça a vraiment changé ma vie. Ça fait plusieurs années que je fais ça maintenant. Par exemple, autre chose que je fais depuis plusieurs années, c'est que je gère sur Notion. J'ai regardé l'autre jour, ça fait depuis 2021 que je fais ça. Ça va faire 3 ans et demi là que je fais ça, où je prends le temps, toutes les semaines, de planifier la semaine qui arrive. Je sais ce que je dois faire jour par jour. C'est pas non plus un truc hardcore, il n'y a pas 50 000 tâches par jour. Il y a 4 ou 5 trucs à faire par jour. Et je sais que lundi prochain, j'ai ces 4 ou 5 actions à faire. Je sais qu'elles sont corrélées avec un objectif plus long terme, à faire tous les mois ou tous les 3 mois, qui va avoir une implication sur mon objectif annuel. Et en fait, le simple fait de faire ça tous les jours, de se maintenir dans ces petites habitudes, ces petites tâches qui vont être compliquées à faire au début, mais après, voilà, prendre une douche froide, même en plein hiver, c'est pas compliqué pour moi. Ça me permet d'être plus résistant au froid, d'être en meilleure santé, d'avoir moins de fièvre, moins d'épisodes où j'ai de la fièvre ou ce genre de trucs. C'est vachement mieux en fait, je le vois concrètement. Ça fait perdre moins de temps. Parce que quand vous êtes malade pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, c'est chiant. En fait, on n'avance pas. Alors que si vous faites un peu de sport, vous faites gaffe à ce que vous mangez, vous prenez une douche froide, vous faites un peu de méditation, vous arrêtez de bosser de temps en temps pour faire des pauses, vous travaillez de façon intelligente et vous cherchez constamment de nouvelles façons de travailler de façon intelligente. Moi, je me forme tous les mois auprès d'experts dans ces questions-là de productivité, dans ma façon de travailler. Et ça fonctionne. Donc voilà pour les 6 points. Je les répète pour faire une petite conclusion, mais la création de richesse, l'indépendance financière, l'apprentissage, le bonheur, la philosophie de vie et enfin l'éthique de travail et la productivité. Donc je vous encourage à lire ce bouquin parce que il se lit très vite. C'est assez intéressant, assez rapide et assez plaisant à lire. C'est un peu bizarre comment c'est traduit parfois en français. Bon, c'est question d'édition un peu à la va-vite en français de certains trucs, mais en tout cas c'est vachement intéressant à lire. Lisez-le en anglais si vous le souhaitez. Je vous ai mis un lien pour trouver le livre en description. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce livre vous plaira, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain comme d'habitude. C'est la petite habitude aussi qui marche bien, pour partager mes connaissances, mes découvertes, et des trucs qui vous aident, parce que je vois vos retours, vous êtes de plus en plus nombreux à me le dire, merci, ça vous aide, ça fait avancer, je l'espère, la profession aussi dans le bon sens. On n'est pas tous des photographes individualistes, égoïstes, chacun de notre côté, c'est faux, il faut casser un peu cette image-là, mettre notre ego un peu de côté pour se former auprès de tout le monde, et en tout cas je pense que ça fonctionne avec ce podcast, depuis maintenant quelques années, je crois que ça a été lancé en 2018, ça commence à faire. Donc voilà, merci pour tout ça. N'oubliez pas de mettre un petit témoignage, une petite note sur iTunes, sur Spotify ou ailleurs pour soutenir le podcast, partagez-le autour de vous. Et puis si vous voulez vous former, vous avez des formations plus poussées, des masterclass qui durent plusieurs heures. Donc si ça vous intéresse, pareil, je mettrai un lien en description. Et merci encore pour votre écoute et à très vite.